Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu Mercato Premier League. En Première Ligue, qui fait le meilleur Mercato estival pour l'instant? Il reste du temps, on n'est que le 11 juillet 2022, donc quasiment 2 mois pour boucler cette intersaison, mais il y a déjà certains clubs qui ont avancé de manière significative, qui ont fait quelques grosses acquisitions, d'autres qui se distinguent par une relative inactivité pour l'instant qui commence à agacer les supporters. Voilà, c'est un prétexte, cette vidéo c'est un peu un prétexte pour rattraper aussi ce qu'on a pu rater à gauche à droite, même moi ça m'a bien servi. Et on va revenir sur les clubs importants de Premier League, voir ce qu'ils ont fait. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut reproduire ça sur d'autres championnats sur la semaine qui arrive, j'ai pas mal de temps pour faire ça. Mais voilà, on est parti sur l'Angleterre. Avant d'attaquer les clubs du top 6 qu'on va faire par ordre alphabétique, sans préférence particulière, j'ai quand même quelques mentions rapides sur des clubs de l'échelon inférieur, Nottingham Forest notamment, que j'ai juste là quand je dis échelon inférieur, c'est bien sûr Premier League, Nottingham qui est monté en Premier League cette saison, et qui a fait quelques acquisitions intéressantes, qui a déjà bien avancé, notamment sur les postes de latéraux. Un latéral gauche, Omar Richards, Lyon, y était lié à une époque, Omar Richards du Bayern pour quasiment 9 millions, et 2 latéraux droits, bien qu'on connaît bien, de 3, qui est, je pense, la raison pour laquelle 3, c'est parce que 3, City Football Group, il y a cette petite connexion Premier League, peut-être la raison pour laquelle tu le prends 10 millions aussi. Je ne suis pas sûr que les 10 millions en entier soient allés à 3, mais bon, Biancone au poste de latéral droit, et Neco Williams aussi de Liverpool, on va en parler un petit peu tout à l'heure, pour 20 millions d'euros, ok. Ensuite, 2 joueurs de Bundesliga, Taiwo Awoniyi de l'Union Berlin, un attaquant, et un autre attaquant, peut-être pour faire une doublette en pointe, Moussa Niakate de Mayence. Enfin, Dean Henderson, le gardien de Manchester United, a été pris en prêt et sera vraisemblablement le numéro 1 de Nottingham Forest. Donc un club à suivre, un club historique bien sûr, on n'a pas encore fait de saison sur leur victoire en Ligue des Champions, mais voilà, le Nottingham Forest de Brian Clough notamment, mérite un regard particulier, et c'est cool de les voir remonter en Premier League. En tout cas, ils ont fait quelques grosses acquisitions. Newcastle ensuite, alors Newcastle pour l'instant, Sven Botman, c'est la recrue phare, contre 37 millions d'euros. Matt Targett d'Aston Villa et Nick Pope, un autre gardien donc pris à Burnley qui est descendu en Championship. Et niveau départ, il n'y a pas grand chose pour l'instant. On attend que ça s'anime un petit peu plus, je pense, du côté de Newcastle, vu les moyens qu'ils ont. Aston Villa, là il y a eu des choses intéressantes. Donc Coutinho, il était déjà en prêt depuis 6 mois et il a été transféré définitivement contre 20 millions d'euros, acheté au Barça. Diego Carlos de Séville, 31 millions d'euros. On a vu ses adieux émouvants en conférence de presse du côté de l'Espagne, 30 millions d'euros, donc qui vient significativement renforcer le secteur défensif d'Aston Villa. Robin Olsen, le gardien de la Roma, et Boubacar Kamara aussi bien sûr. À voir comment il sera utilisé, plutôt défenseur central, plutôt milieu défensif. Aux côtés de Diego Carlos, il pourrait former une paire intéressante en charnière. Mais donc voilà pour Aston Villa. Et enfin, j'ai quasiment hésité à les mettre comme étant mon mercato préféré. Maintenant, ils partent d'assez loin quand même. Bref, il faut voir ce que ça donne. Mais Leeds, en ayant cédé Calvin Phillips, 50 millions d'euros, et bien sûr celui qui n'est pas mentionné ici, Rafinha, qui va partir pour peut-être 75 millions d'euros au Barça. Bon, à voir si le Barça est en capacité de le payer, mais à l'heure où je m'enregistre, c'est très très probable. En cédant leurs 2 joueurs majeurs, ils ont fait pas mal d'acquisitions en Europe. C'est vraiment le Leeds européen et très moderne dans son approche. Donc 2 joueurs à Salzbourg, Brendan Aronson et Rasmus Christensen, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, un joueur à Leipzig, Tyler Adams, Luis Sinisterra du Feyenoord contre 25 millions d'euros qui était pisté un petit peu partout en Europe, qui est une des vraies belles prises de cette intersaison, et Marc Roca qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu au Bayern depuis un moment. Ouais, je suis très excité par cette équipe de Leeds. Ouais, beaucoup de joueurs qui me plaisent bien et hâte de voir ce que ça donne. Ok, maintenant le top 6 en ordre alphabétique. On commence donc par Arsenal. Arsenal, la prise majeure bien sûr, c'est Gabriel Jesus, une 50aine de millions d'euros. Fabio Vieira pour 35. Marquinhos, l'ailier droit de Sao Paulo qui a été pris 3,5 millions d'euros, 19 ans, très jeune joueur qui va vraisemblablement entrer dans la rotation, peut-être être prêté, je sais pas. En gardien remplaçant, Matt Turner, Bernd Leno pourrait partir. Aaron Ramsdale s'est imposé assez nettement comme étant le numéro 1. Et bien sûr, Arsenal récupère aussi William Saliba. Donc voilà, ils ont consenti à quelques départs, surtout celui d'Alexandre Lacazette,
Peut-être Hector Bellerin aussi, donc il ne figure pas encore ici, il n'est pas parti. Mais c'est sa dernière année de contrat. Il sort d'un prêt qui était assez convaincant au Betis. Il a dit publiquement qu'il voulait y aller, même si financièrement ça pourrait être compliqué pour le Betis de se l'offrir. Il a dit que lui voulait rester au Betis, mais bon, il y a des chances qu'il parte d'Arsenal. Sur les rumeurs, apparemment, Arsenal chercherait encore un renfort au milieu de terrain. Donc, à voir qui est-ce que c'est. Mais un renfort pour cet Arsenal pourrait être utile. Était mentionné à une époque Tielemans, bon un petit peu moins aujourd'hui. Kanté, ça c'est les toutes dernières rumeurs. Peut-être une réinclusion de Lucas Torreira qui fait partie du stage de pré-saison, qui a été inclus dans le stage de pré-saison. Et donc pour renforcer ce milieu de terrain, où Thomas Partey, c'est vrai, est souvent blessé aussi. Albert Sambi-Lokonga, c'est peut-être un peu plus un prospect, un peu sur la durée. Je ne sais pas si tu peux l'installer tout de suite demain titulaire. Granit Xhaka a fait une saison relativement pleine la saison passée. Est-ce que tu le vises pas un peu mieux? Bon, il a 29 ans aussi, mais pas sûr. Bref, on parle pas mal d'un milieu de terrain à Arsenal. Ça pourrait être, je ne vais pas dire la dernière prise, mais peut-être... une des deux dernières prises, ou la prise majeure de cette deuxième partie d'intersaison pour Arsenal. À voir qui ça pourrait être. Il y a aussi quelques rumeurs autour de Grimaldo pour avoir un petit peu de couverture par rapport à Kieran Tierney sur le poste de latéral gauche. Nuno Tavares, pas forcément. Son intégration a été un petit peu compliquée la saison dernière. À voir. Ce qui est intéressant en tout cas du côté d'Arsenal, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est un Arsenal qui poursuit la reconstruction de son secteur offensif. C'est peut-être ça l'histoire de cette intersaison côté Arsenal, qui en 6 mois quand même, entre le mercato hivernal 2022 et le mercato estival 2022, s'est séparé coup sur coup d'Aubameyang et de Lacazette. Aubameyang-Lacazette, il y a 2 ans, formaient cette paire, pas forcément la plus efficace, mais une grosse entente entre les deux. C'était un peu les deux figures de proue de cet Arsenal. Voilà, là, gros changement, avec la prise de Gabriel Jesus notamment, mais aussi avec plus de temps de jeu et un développement qui va continuer à être poursuivi pour, bien sûr, Bukayo Saka, qui a été... c'est peut-être lui la figure de proue de ce nouvel Arsenal, peut-être le meilleur joueur de la saison passée, super joueur. Martin Odegaard qui a eu beaucoup de temps de jeu, Emile Smith-Rowe qui a été positionné je crois au dernier match de préparation contre Nuremberg en tant que numéro 10, voilà, ça c'est intéressant aussi, et bien sûr c'est un super joueur, un de mes préférés. Gabriel Martinelli qui va poursuivre, qui va avoir un peu plus de temps de jeu, des minutes plutôt encourageantes aussi pour Eddie Nketiah en tant que associé à Gabriel Jesus en pointe contre Nuremberg. Beaucoup de choses pour juger le mercato estival d'Arsenal. Beaucoup de choses vont dépendre bien sûr de Gabriel Jesus. C'est son niveau de performance qui va déterminer si Arsenal a fait un bon mercato, oui ou non. Et je dirais qu'il va y avoir besoin d'encore un renfort au milieu, mais pour l'instant c'est assez encourageant. Pour l'instant j'aime bien ce que je vois. Bon, très excité par la perspective de voir Fabio Vieira avoir des minutes. Peut-être que tu peux considérer que c'est lui le renfort au milieu, même si c'est vraisemblablement sur un poste un poil plus avancé. Très content de Gabriel Jesus, voilà, c'est l'opportunité d'en parler. Je pense que pour cet Arsenal de Mikel Arteta qui connaît très bien Gabriel Jesus, Arteta qui veut pratiquer un foot moderne avec des offensifs presseurs, bon, c'est difficile de faire mieux que Gabriel Jesus qui participe beaucoup au jeu, qui peut dézonner sans doute plus qu'Alexandre Lacazette, plus de mobilité. Voilà, c'est une saison, un intersaison vraiment intéressant pour Arsenal qui, j'ai envie de dire, a peut-être le matériau pour viser le top 4. Maintenant, les autres font aussi des choses assez intéressantes, et voilà, c'est comme tout le temps en Angleterre, il y a vraiment 6, peut-être 7 équipes qui se battent pour ce top 4. Ça va être difficile, mais j'aime bien le mercato estival qui a été fait. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà pour Arsenal. Alors Chelsea maintenant, Chelsea c'est vraiment intéressant, je pense que c'est la grande inconnue de ce mercato. Chelsea qui a été associé à plein de noms, un nouveau propriétaire, Todd Boehly, qui semble vouloir donner une direction un peu plus paillette et clinquante au mercato. En même temps, un des meilleurs entraîneurs d'Europe sur le banc, qui lui a toujours voulu un football très, fonctionnel, moderne, et qui veut des joueurs qui vont en ce sens. Quelle direction va prendre ce Chelsea? Peut-être la croisée des chemins pour Chelsea, qui n'a toujours pas de directeur sportif.
Donc ouais, super intéressant. Dans le sens des arrivées, donc sont pas inscrites pour l'instant celles de Raheem Sterling et Nathan Ake, mais à l'heure où je m'enregistre, c'est très proche d'être fait. Sterling, je pense que c'est une très bonne chose. Nathan Ake, à voir, il a eu peu de temps de jeu récemment, donc on sait pas vraiment quel joueur on récupère. Mais voilà, ça c'est les deux arrivées qui sont pas encore inscrites. Il y a celle de Conor Gallagher qui revient de près de Crystal Palace. Ça franchement, super excité de voir ça. Un des joueurs les plus kiffants de Premier League la saison passée. Grosse performance, il a explosé en prêt, il est super jeune. On dirait pas, mais super jeune. Et c'est pas vraiment un transfert aussi, mais je voulais parler du retour de blessure de Ben Chilwell, qui a vécu une saison particulièrement compliquée, avec les départs vraisemblables à venir de Marcos Alonso et de César Azpilicueta, mais en l'occurrence surtout de Marcos Alonso. Il va avoir le champ libre, va être installé en tant que titulaire. Alonso et Azpilicueta, j'ai pas dit, mais les deux sont pressentis pour aller au Barça, les deux un peu en mode package. Voilà, donc ce serait vraisemblablement Chilwell et Emerson qui resterait à Chelsea alors peut-être en tant que doublure. Mais voilà, je pense que le fait de récupérer Chilwell pour Chelsea c'est une grosse chose. Et dans le sens des départs, bon on l'a pas encore mentionné mais bien sûr Romelu Lukaku retourne à l'Inter, un prêt payant de 8 millions d'euros. Ça c'est vraiment une question difficile à résoudre pour Chelsea parce que niveau économique ce sera impossible de retrouver ce que tu as payé pour lui, un peu plus d'une centaine de millions d'euros. En même temps il a déjà 29 ans. Est-ce que ça va se régler à coup de prêts payants tous les ans? C'est un peu compliqué, mais c'est même pas le départ majeur de cette intersaison, j'ai envie de dire. C'est plus au niveau de la charnière, les défenseurs centraux. Tu perds Antonio Rudiger, qui était sans doute ton meilleur défenseur central, et Andreas Christensen aussi, les deux en Espagne, l'un au Barça, l'autre au Real Madrid. Comment est-ce que tu vas les remplacer? Pour l'instant, tu as Thiago Silva, et les autres, je ne sais pas à quel point ils sont vraiment des options. Malang Sarr, Ethan Ampadu, peut-être Trevor Chalobah, qui a été sur certains matchs intéressants. Mais je ne sais pas s'il compte rester la saison prochaine. Voilà, il faut sans doute 2 prises sur ce poste de défenseur central. Alors, Chelsea a été associé à pas mal de noms depuis le début de l'intersaison. Jules Koundé à une époque, plus trop maintenant. Mais pourtant, ça aurait été pas mal, peut-être pour faire une défense à 3. Qui d'autre? Bien sûr, Matthijs de Ligt, mais il est de plus en plus proche du Bayern maintenant. Donc je ne sais pas si Chelsea obtiendra gain de cause sur ce sujet. Frenkie de Jong, potentiellement, tu peux le faire jouer défenseur central. Moi, il y a certains de ses meilleurs clips à l'Ajax, c'était en tant que défenseur central, mais en Première Ligue, j'ai plus de doutes. Je dis ça parce que Chelsea est très proche de Frenkie de Jong. En tout cas, ça parle beaucoup de Frenkie de Jong à Chelsea, même si ça en parle sans doute plus dans un autre club. Sans doute que le Barça a besoin de le vendre par rapport à ses comptes. Il y a toute une histoire autour de ça. On reparlera un petit peu de Frenkie de Jong un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, ça c'est les rumeurs auxquelles Chelsea est associé. Bien sûr celle de Cristiano Ronaldo, à laquelle j'ai consacré une vidéo. Robert Lewandowski aussi, je vois ça passer à gauche à droite. Mais voilà, je préfère Raheem Sterling. Je pense que alors il y a peut-être le souci à la finition qui n'est pas résolu avec la prise de Raheem Sterling, qui est un joueur qui sous-performe un peu historiquement, c'est XG, qui a un peu de mal dans la zone de vérité. Mais pour construire une attaque de joueurs presseurs extrêmement mobiles, c'est plus sympa dans la bonne direction. Voilà, pour moi le bilan à Chelsea, c'est sans directeur sportif. On va voir quel rôle Tuchel jouera dans le recrutement. Est-ce qu'il y aura une équipe moderne qui sera bâtie, ou est-ce que, j'ai pas envie de dire céder aux caprices de Todd Boehly, mais de ce qu'on voit pour l'instant, on a l'impression d'un gars qui est plus attiré par la perspective de recruter quelques stars, s'établir tout de suite comme étant un gars qui peut attirer de grands noms. Il y a une bonne ossature à Chelsea en plus. Le truc c'est que, voilà, Edouard Mendy, top gardien. Thiago Silva c'est pas mal, mais j'ai envie de dire sur le secteur défensif, Reece James peut-être le meilleur piston droit / latéral droit d'Europe, immense joueur, donc ça c'est déjà pas mal niveau ossature. Ensuite t'as bien sûr N'Golo Kanté, Mason Mount, Kai Havertz, genre là c'est quand même 2 sacrés morceaux, donc il y a du talent à Chelsea pour sûr. Faut voir quelle forme ça prend. Comme j'ai dit, Sterling, c'est une bonne prise. Il t'assure un certain niveau de production. Il entre dans la vision de Thomas Tuchel d'offensif, travailleur, mobile, presseur, etc. Il peut aussi peut-être prendre un rôle de leader pour contribuer au développement des jeunes pousses de Chelsea. Quand je vois Callum Hudson-Odoi 21 ans, Christian Pulisic 23 ans, bon, il y a des gars qui ont sans doute besoin d'être encore un peu épaulés. Havertz 23, Mason Mount 23, peut-être que Sterling peut leur apporter là-dessus. Maintenant, comme on l'a dit, attention à la qualité de finition qui, avec Raheem Sterling, ne s'améliore pas et reste sans doute en dessous de la moyenne des gros clubs en tout cas. C'est déjà un chantier à Chelsea et ça va continuer à l'être. Il y a encore beaucoup de travail sur le mercato estival, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour Chelsea. Je pense franchement qu'il y a au moins une recrue supplémentaire sur chaque ligne à prendre. Mais bon, Chelsea a vraisemblablement les moyens pour. Il faut voir quelle direction ils donnent à leur mercato.
Ok pour Chelsea, Liverpool maintenant, le troisième club de notre top 6. Liverpool qui a pris bien sûr Darwin Núñez, une des recrues de l'intersaison pour 75 millions d'euros. Et sinon, pas grand chose d'autre. Fabio Carvalho, milieu offensif de Fulham, qui a joué, je crois, 200 minutes en fin de saison dernière avec Fulham, pas beaucoup, mais qui à 19 ans a été pris pour quasiment 6 millions d'euros. Et Calvin Ramsey, le latéral droit écossais d'Aberdeen, contre 5 millions d'euros. Dans le sens des départs, il y a bien sûr un des départs majeurs de ce mercato estival, Sadio Mané, qui part au Bayern contre 32 millions d'euros. Neco Williams, comme on l'a mentionné à Nottingham, 20 millions d'euros, ce qui semble être un bon prix pour un joueur qui a fondamentalement peu joué, même si assez talentueux. Takumi Minamino qui est parti à Monaco, 15 millions d'euros, que je suis content de voir en Ligue 1. Divock Origi aussi, libre, qui est parti à l'AC Milan. Niveau rumeurs, il y a quelques rumeurs de départ pour Naby Keita, qui reste 1 an de contrat et qui s'est jamais vraiment imposé dans l'entrejeu de Liverpool. À voir soit il est prolongé, soit il part, j'imagine. Et il y a une rumeur d'arrivée, c'est Matheus Nunes, le milieu de terrain de 23 ans du Sporting, qui a fait une très grosse saison, qui est annoncé un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment de prendre un jeune milieu de terrain. Jordan Henderson a 32 ans, Thiago Alcantara en a 31, James Milner 36. Oxlade-Chamberlain a été peut-être le moins bon joueur de Liverpool la saison passée. Curtis Jones, 21 ans, est-ce qu'il peut devenir un membre incontestable du trident de l'entrejeu à Liverpool sur les saisons à venir? On va dire que c'est encore dans la balance, c'est encore possible. Mais bon, Liverpool, c'est quand même un tel niveau d'exigence dans cette zone que si tu devais trancher aujourd'hui, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu difficile de répondre oui, forcément. Je sais que le club veut lui donner plus de minutes, on va attendre un peu plus avant de juger. Mais voilà, peut-être que c'est le moment pour prendre un énorme talent avec du potentiel sur ce trident de l'entrejeu. Je sais que Liverpool cet été a été associé d'assez loin, c'est peut-être juste des rumeurs qui flottaient, mais Tchouaméni, Gravenberch, bon les deux sont partis, c'est mort pour eux, Tchouaméni au Real, Gravenberch au Bayern, de l'Ajax, mais on parle beaucoup de Jude Bellingham aussi, apparemment Dortmund ne veut pas le céder cet été, après avoir laissé partir Erling Haaland. Voilà, il n'y aura qu'un énorme départ, pas deux. Bellingham, je crois qu'il parle de 100 millions d'euros. Donc voilà, peut-être que Matheus Nunes, comme on en a parlé, ça pourrait être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais dans l'ensemble, si on fait le bilan, dans l'ensemble, on peut imaginer qu'à moins d'un départ majeur à Liverpool, il n'y aura pas de prise majeure. Peut-être que leur mercato estival est déjà quasiment clos. Mohamed Salah a prolongé par exemple. Klopp a dit qu'il ne visait pas spécialement un milieu de terrain en conférence de presse là en Thaïlande il y a peut-être hier. Il a dit que voilà, il y avait déjà plein de monde, qu'il ne voulait pas priver de minutes les jeunes pousses. Donc la réussite de ce mercato, elle va dépendre. Le mercato est quasiment clos, je pense. La réussite va dépendre beaucoup du rendement de Darwin Núñez. L'année prochaine, on va avoir un trident. Ça change, ça a vite changé finalement depuis ce trident incontestable Mané, Salah, Firmino, qui est une des attaques légendaires du 21e siècle. Ça a vite changé parce que l'année prochaine, ce sera Luis Diaz, Mohamed Salah sur les ailes, Darwin Núñez en pointe. Diogo Jota et Roberto Firmino sans doute sur le banc en joueur de rotation. Jota avec plus de minutes je pense que Firmino. Il y a Harvey Elliott aussi, mais peut-être Harvey Elliott tu veux le voir un cran plus bas quand même. Bon, à quel point est-ce que Liverpool va souffrir du départ de Sadio Mané et à quel point est-ce que Darwin Núñez va assurer la relève, être cette pointe hyper efficace en Première Ligue. Il y a un peu un duel à distance quand même qui se joue entre lui et Erling Haaland. Ça va être intéressant. Mais voilà, je pense que la réussite du mercato de Liverpool dépendra beaucoup de ça. Alors ensuite, Manchester City qui fait un mercato déjà très animé. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup plus de mouvements, mais très animé avec déjà la prise de l'été. J'ai consacré une vidéo, pour moi c'est un des transferts les plus intéressants de ces dernières saisons, sans doute le plus intéressant de cette intersaison-ci. Erling Haaland, donc pour renforcer ton secteur offensif, tu peux faire pire. Calvin Phillips aussi qui a été pris à Leeds pour une 50aine de millions d'euros. On sait que c'est un des joueurs les plus appréciés de Première Ligue, notamment pour ses bonnes performances sous le maillot des Trois Lions à l'Euro. Voilà, intéressant de voir comment il va s'intégrer. Je pense qu'il fait écho au départ de Fernandinho qui est parti à l'Atlético Paranaense, c'est sa quasi-retraite à 37 ans, après 9 ans de loyaux services à Man City dont il était le capitaine la plupart du temps. Fernandinho part, remplacé par Calvin Phillips. Julián Álvarez aussi, très intéressant, le buteur de River Plate de 22 ans. On sait, Manchester City a déjà tellement de rotation sur les postes offensifs qu'il aura forcément des minutes. Il arrive vraisemblablement en tant que doublure d'Erling Haaland, mais c'est pas exclu de les voir parfois, peut-être les deux alignés ensemble. Ok, beaucoup d'arrivées, des arrivées majeures en tout cas, et quelques départs fondamentaux aussi. Gabriel Jesus, Raheem Sterling qui n'a pas encore été inclus sur cette liste, les deux pour un total de 100 millions d'euros qui viennent financer les acquisitions susmentionnées. Nathan Ake aussi qui n'est pas encore sur la liste. Je ne sais pas pour combien il va partir, mais il contribue
asset ardoise et Fernandinho, comme on l'a dit. Donc des arrivées majeures, des départs majeurs. Et pour moi, il reste encore un chantier majeur à adresser, c'est sur le secteur défensif. En gros, je pars d'un principe, d'un postulat, c'est que Joao Cancelo a disputé quasiment 5000 minutes sous le maillot de Manchester City la saison dernière. Et sur les 5000, environ 3000 en tant que latéral gauche, où il a totalement donné satisfaction, c'est pas la question. Mais l'idée, c'est que pour pouvoir lui donner un peu de repos, donc préserver son capital physique, éviter la blessure d'un de tes joueurs majeurs, soit pour pouvoir le mettre à droite si Kyle Walker est indisponible, au lieu de devoir mettre, comme ça a souvent été le cas avec Manchester City l'année dernière, au lieu de devoir mettre John Stones latéral droit, ce qui n'est pas optimal, il faut sans doute une prise sur ce poste de latéral gauche. Alors on parle beaucoup de Marco Corella, si ça se fait, ce serait une excellente chose je pense pour Man City. Il a été phénoménal avec Brighton et en plus d'apporter de la qualité, il apporte un peu de variété à l'effectif de Man City. Il est un joueur plus vertical que Cancelo et Zinchenko, plus en capacité d'attaquer la profondeur sur des phases de transition. Il a un arsenal de centres très diversifié, centre long, centre en retrait, jeu intérieur, etc. En plus d'avoir un énorme volume défensif. C'est pas la première fois qu'on parle de Marco Corella sur la chaîne, c'est un dossier important pour City et ça pourrait se régler dans les prochains jours. C'est une rumeur qui est, il me semble, assez bien avancée. Donc voilà là-dessus. Et je pense qu'idéalement, il y a au moins encore une prise à faire en charnière centrale. Donc avec le départ de Nathan Ake, tu peux considérer ça comme un pur remplacement numérique. Ruben Dias a été moins bon en 2021-2022 qu'en 2020-2021, mais c'était obligé, il ne pouvait pas être aussi bon qu'en 2020-2021, où il était juste absolument immense. Ça reste sans doute le seul central incontestable de ce 11, c'est le premier nom que tu coches sur la feuille de match dans cette zone, sur le secteur défensif de Man City. Quand il est disponible, voilà, c'est ton taulier, il sera peut-être le capitaine de Man City avec le départ de Fernandinho, à voir. Mais Ruben Dias, ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais à côté de lui, peut-être un peu plus de questions. Aymeric Laporte a beaucoup joué la saison passée, mais attention, physiquement on connaît les antécédents, ça reste fragile, je ne sais pas à quel point tu peux compter sur lui forcément sur la saison qui vient, juste sur le pur plan physique. Ensuite, il y a John Stones, mais voilà, avec le départ de Nathan Ake et le départ aussi de Fernandinho qui pouvait occuper cette position, t'as plus que 3 centraux, alors qu'à une époque, t'en avais 4,5 entre guillemets. Il faut au moins un quatrième et je m'attends à voir Manchester City recruter un défenseur central. Bon, tout ça, c'est si Nathan Ake part, mais il me semble que c'est vraiment quasi fait à Chelsea. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un mercato ambitieux. Je suis très excité de voir Erling Haaland, comme je vous ai dit, auquel j'ai consacré une vidéo. Donc c'est un mercato ambitieux, mais c'est un mercato qui est encore un peu incomplet. Je m'attends à quelques prix supplémentaires du côté des Sky Blues. Ok pour Man City, Manchester United maintenant, qui fait un mercato différent des autres, c'est-à-dire très peu actif, alors que c'est une saison fondamentale. Elles le sont toutes, mais là on est vraiment sur, on a envie de dire un tournant pour Manchester United. Nouveau coach, projet de restructuration au niveau sportif, beaucoup de départs. Quand tu regardes les départs de joueurs libres, Paul Pogba, Matic, Henderson, ok ça compte un peu moins, mais Lingard, Cavani, Mata, voilà, il y a vraisemblablement l'envie de renouveler significativement cet effectif, de repartir sur des bases plus jeunes, ça pour sûr, plus saines peut-être, avec un meilleur niveau de professionnalisme. J'ai vu quelques déclarations d'Erik ten Hag qui vont en ce sens. Donc voilà, il y a un besoin et une envie de tourner la page, mais ça coince pour l'instant sur le plan du mercato. On a l'arrivée d'Erik ten Hag en tant que manager, et sinon on a l'arrivée de Tarek Malacia pour 15 millions d'euros, à mon plus grand chagrin en tant que supporter lyonnais. Mais c'est tout, il n'y a eu rien de plus pour l'instant. On a mentionné les départs, il y a quelques rumeurs, c'est notamment le départ de Cristiano Ronaldo, donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose dans l'absolu, je pense, pour reconstruire un effectif un peu plus moderne et fonctionnel, un collectif plus fonctionnel, mais il faudra compenser alors sa production et sa finition, les 20 et quelques buts qu'il a inscrits la saison passée. Il y a une grosse rumeur autour de Lisandro Martinez aussi de l'Ajax, il y a une rumeur autour de Christian Eriksen, ça c'est quasi fait apparemment. Et alors là je m'interroge quid de Van de Beek par exemple, qui peut-être devrait partir, parce que si tu as Eriksen, Bruno Fernandes, tu commences à avoir pas mal de ces milieux offensifs qui ont plus vocation à évoluer dans l'axe. À voir ce que ça donnera. Une énorme rumeur autour de Frenkie de Jong, même si lui semble pas très chaud forcément pour venir. J'ai vu une rumeur autour d'Anthony aussi. Voilà. Le bilan que j'ai envie de faire autour de Manchester United pour l'instant, c'est un mercato qui est très mal parti, mais qui pourrait ne pas trop mal terminer. J'ai l'impression qu'Erik ten Hag construit un peu son équipe néerlandaise / Eredivisie, avec pas mal de joueurs qui sont ex-Ajax, Eriksen, Lisandro Martinez, Frenkie, Anthony. Bon, ils ont pris Malacia aussi du championnat néerlandais. Pour moi, si United, bon peut-être que j'ai un petit biais là-dessus, mais si United devient un peu plus Ajax, je pense que c'est une bonne chose.
Mais pour l'instant, United est parti sur son tour de pré-saison avec une seule recrue et sans son meilleur buteur de l'an passé. Ça interroge, c'est un peu le chaos. Pour l'instant, on a envie de dire que c'est le pire mercato de tous ceux qu'on a mentionnés. Il y a beaucoup de travail à faire. Ok pour Manchester United, et enfin on finit sur Tottenham, et là c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être le mercato le plus intéressant. En tout cas il y a eu tellement de prises, et tellement de prises tôt. Tottenham a travaillé très tôt cet été. Alors tout ça je pense que c'est sous-tendu par deux choses majeures. D'une, le retour de la Ligue des Champions. Tottenham retrouve la Ligue des Champions cette saison, et veut, normal, bien y figurer. Et la deuxième chose, c'est une grosse infusion de cash des actionnaires majoritaires, des actionnaires majeurs Enix Sports, qui ont mis 150 millions de livres, et du coup... Voilà, comme on l'a dit, ils ont déjà bouclé pas mal d'arrivées. Richarlison, il y a écrit 58 ici, mais c'est 70 millions d'euros, bonus compris. Yves Bissouma, qu'on connaît bien, l'ex-Lillois, et qui a été fou à Brighton, quasiment 30 millions d'euros. Ivan Perisic, libre, ça c'est un sacré coup. Fraser Forster, donc qui vient en tant que doublure de Lloris. Et Clément Langlais, un prêt, à voir si ça se transforme en transfert définitif. Et il y a aussi une recrue qui n'est pas mentionnée là, mais que je me dois de mentionner, c'est Gianni Vio, qui est l'entraîneur, le nouvel entraîneur des coups de pied arrêtés de Tottenham. Il était celui de l'Italie à l'Euro, il a été celui de l'AC Milan, de Brentford. C'est un nom important dans le monde des staffs et des adjoints. Et voilà, il vient renforcer le staff de Conte sur ce rôle-là. Alors, si on se passe les arrivées une par une, Richarlison déjà, 70 millions d'euros, on va le dire, c'est cher. Maintenant, c'est un joueur de qualité. Donc c'est cher, mais je pense que c'est un prix qui est aussi gonflé par la grosse infusion de cash quelque part. Tottenham peut se le permettre et a voulu boucler l'arrivée rapidement sans risquer la concurrence d'autres. Donc voilà, ils ont posé la somme qui était réclamée par Everton et ils ont pris un très bon joueur. Bon, les performances du trio offensif de Tottenham l'année passée, tu te demandes s'il y a besoin d'un gars en plus. Son, Kane et Dejan Kulusevski qui est arrivé l'hiver, au mercato hivernal, ont fini la saison en feu. Je crois que Son et Kane sont ex-aequo sur cette période-là, ex-aequo en nombre de contributions décisives en Première Ligue, premier ex-aequo. Et Dejan Kulusevski est 4e, De Bruyne est 3e, mais tu en as 3 dans le top 4 des meilleurs contributeurs quand tu combines buts et passes décisives. Énorme performance. Richarlison a fini la saison avec 15 contributions décisives, au sein d'un Everton qui a quasiment fini relégué, qui a été catastrophique. Donc c'est pas un énorme bilan statistique, mais c'est pas mal vu à quel point l'équipe était dysfonctionnelle. Je crois que c'est 10 buts, 5 passes. Et c'est surtout un monstre de pressing. C'est un gars qui est mentalement totalement adapté à ce que veut faire Conte. C'est un attaquant polyvalent aussi qui peut jouer sur tous les postes de l'attaque, qui a un très très gros bagage physique, rapide, puissant, pas mal si tu veux partir en transition. Je pense aussi que ce qui est bien avec Richarlison, c'est qu'il arrive en connaissance de cause. Ça, je ne peux pas le dire avec certitude, mais à mon avis, il sait qu'il n'arrive pas en tant que titulaire indiscutable. Je pense que ça peut être un joueur très utile pour Tottenham, en gros. C'est le mot-clé. Je pense qu'il faut vraiment le dissocier de son prix, parce que comme on l'a dit, cette somme, au vu de la situation de Tottenham, et d'ailleurs c'est un peu marrant de dire ça par rapport à Tottenham, qui est historiquement très très proche de ses sous, qui a passé 2 ans sans recruter à une époque ce Pochettino. Bon, là la donne est un peu différente et cette somme n'est pas forcément indicative de la qualité. Par contre, je pense qu'il va jouer un rôle important. Et on peut se dire où est-ce qu'il va rentrer. Et on peut aussi se dire Tottenham, c'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui va jouer 50-60 matchs saison prochaine. Tu as besoin d'avoir de la profondeur d'effectifs dans ton secteur offensif. Les grands clubs en Première Ligue, les clubs de la catégorie à laquelle Tottenham aspire, Man City, Liverpool, n'ont pas 3 joueurs sur le front offensif. Ils en ont 5, 6. Richarlison, c'est un pas dans la bonne direction pour Tottenham par rapport à ça. Je pense que dans le système de Conte, il rentrera très bien dans ce 3-4-2-1 où tu as en gros 3 joueurs. Le trident offensif est assez axial, la largeur est apportée plus par les pistons. Richarlison entre très bien là-dedans, il peut jouer sur les 3 postes. Joueur très utile, belle solution dans ce trident axial. J'aime cette prise et voilà, je regarderai pas trop le montant, je pense que c'est pas la donne la plus significative. Yves Bissouma ensuite, l'ancien Lillois qui a brillé très très fort à Brighton et qui apporte encore un peu plus de profondeur au milieu où Tottenham a Højbjerg, Bentancur, Skip. Bentancur, Skip, peut-être un cran en dessous de Højbjerg, mais qui ont quand même donné satisfaction. Vraiment, je pense que Bissouma, c'est une excellente prise sur son volume de jeu, sur son volume défensif, pas que, aussi sur ce qu'il apporte avec ballon, mais son volume défensif, je crois que j'ai vu passer une stat. Depuis 2 saisons, les 2 meilleurs milieux centraux de Première Ligue avec le plus de tacles réussis, les 2 milieux centraux de Première Ligue avec le plus de tacles réussis, sont 1 Bissouma et 2 Højbjerg. C'est une sacrée base dans l'entrejeu de Conte pour ce tandem qu'on sait très travailleur du 3-4-2-1 de Conte. C'est vraiment pas mal. Ok pour Richarlison, ok pour Bissouma. Ivan Perisic maintenant.
Bon, il arrive sans doute pour prendre la place de titulaire en tant que piston gauche, la place de Reguilón, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Il amène son expérience, mais pas que, il amène son niveau de performance. Il a joué 35 matchs de Serie A avec l'Inter la saison passée, il a fini à 8 buts, 7 passes en tant que piston gauche, dans ce rôle. Voilà, c'est un joueur qui est à nouveau parfaitement adapté au système de Conte, qui connaît bien cette position. C'est une très bonne prise. Alors j'ai plus de doutes sur Clément Lenglet, ça c'est clair. À la base, Tottenham voulait un central gaucher pour mettre à gauche de Dyer et Romero dans cette défense à 3. Et pour remplacer Ben Davies qui a rendu de bons services, mais vraisemblablement c'est là que tu dois faire une upgrade dans ton 11. Ça parlait de Bastoni, ça parlait de Gvardiol. Lenglet c'est 1 ou 2 ou 3 crans en dessous, surtout sur son niveau de performance récent. Donc voilà, ça j'ai plus d'interrogations, mais le reste est très bon. Et puis à voir, c'est peut-être le challenge dont l'Anglais a besoin pour se relancer, s'il réussit à gommer les nombreuses erreurs, les nombreuses bourdes dans son jeu. Sur les départs, on n'en a pas mentionné, pour l'instant il y en a une seule d'importance, donc Cameron Carter-Vickers a rapporté un petit billet, mais c'est Steven Bergwijn qui a, bon, niveau mentalité, je pense qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à Bergwijn, mais sur le niveau de performance, ça n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, et par l'Ajax, donc contre 30 millions d'euros, Tottenham a fait, je pense, plutôt une belle affaire sur le coup. Un joueur qui était assez peu utilisé, qui part pour 30 millions, pas mal. Et sur les rumeurs, bon, Tottenham cherche à se séparer de quelques joueurs, notamment Tanguy Ndombele. On peut imaginer qu'il y aura encore quelques acquisitions, surtout s'il y a un départ majeur. Mais voilà, pour un mercato, un début de mercato, Tottenham s'est offert un gros supplément de qualité. Honnêtement, quand je regarde tout ça au moment de dresser une petite conclusion, je pense qu'il n'y a pas de vainqueur clair. C'est assez équilibré. Il y a quelques clubs qui se distinguent, mais quand même, si je devais me prononcer à ce moment de l'intersaison, je pense que ça se joue entre Arsenal et Tottenham. Peut-être que j'exclus aussi un peu City et Liverpool qui sont déjà à un niveau tel qu'il y a moins besoin de gros bouleversements. Et pourtant, Man City, j'attends vachement ce qu'ils ont fait, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, peut-être ça se joue entre Arsenal et Tottenham. Et peut-être s'il fallait absolument en choisir un, peut-être Tottenham. J'aime bien et ils ont bien travaillé tôt. Je suis très excité, puisqu'ils ont un super coach, un des meilleurs du plateau. Voilà, ça va être une belle saison de Premier League, et ce mercato est loin d'être fini en plus. Donc voilà, c'est très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir le même concept sur d'autres championnats, comme je vous l'ai dit en intro, dites-le moi. Je réfléchis à faire ça, notamment pour la Serie A. Bien envie de le faire sur la Serie A, mais on pourrait carrément le faire pour la Liga, la Bundes, la Ligue 1 aussi. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée et une très bonne semaine qui démarre. On se dit à bientôt. Bisous.